Bonjour Stéphane, Bonjour. et tout d'abord merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je vais vous présenter en quelques mots. Donc, vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes également docteur habilité à diriger des recherches en histoire des religions et anthropologie religieuse et spécialiste de la philosophie bouddhiste tibétaine et plus particulièrement du Dzogchen. Et vous êtes également professeur en langue et civilisation tibétaine à l'INALCO, donc l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous avez également publié de nombreux ouvrages, notamment sur le sujet du bouddhisme. Donc jusque-là, est-ce que cette petite présentation correspond à la réalité? C'est factuellement exact. D'accord, très bien. Donc ma première question, ça va être une question de contexte. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre parcours, en fait, ce qui vous a amené jusque-là et à vous intéresser à ces sujets, qui sont des sujets très précis et très techniques, et nous exposer vos principaux travaux et ouvrages sur le domaine, notamment du bouddhisme et du Dzogchen. En fait, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que quand j'étais jeune lycéen, je me suis intéressé au bouddhisme après avoir, été curieux de toutes sortes de religions. Et donc, le bouddhisme m'a intéressé passionnément. À l'origine, plutôt le bouddhisme extrême oriental, enfin, sino-japonais. Et j'ai commencé par faire un peu de japonais, enfin en même temps que ma première année de philosophie. Et puis j'ai laissé tomber parce que je me suis rendu compte qu'il y avait, donc c'est dans la toute fin des années 80, qu'il y avait beaucoup de lamas tibétains résidant en France, extrêmement faciles à rencontrer, qui étaient même parfois un peu, je ne pas laissés à l'abandon, mais enfin qui n'étaient pas extrêmement sollicités, qui étaient très disponibles. Et donc, je me suis mis au tibétain à partir de ma deuxième année de philosophie à la Sorbonne. J'ai commencé à l'INALCO le tibétain, donc en 88. Ça commence à faire un certain temps. J'étais très jeune. Et voilà, et donc j'avais rencontré en 87 Nyoshu Kempo, aussi, donc, qui était un maître très important de Dzogchen. Et évidemment, il m'a fait une très forte impression. Alors, évidemment, maintenant qu'il est mort depuis longtemps, on s'imagine, enfin, on se représente que c'était un maître très demandé, mais en fait, pas du tout. Donc, il ne parlait ni anglais, ni même, ni a fortiori français, mais il est resté longtemps en Dordogne, en étant en fait assez peu sollicité. Enfin, il n'enseignait qu'aux retraitants. Très peu de gens savaient vraiment qui c'était. Bon, voilà, j'ai eu la chance d'en avoir l'intuition, en quelque sorte. J'ai également rencontré peu de temps après un autre maître de Dzogchen important, moins connu, dont le nom de lama est normalement Kordong Trachul Rinpoche, mais que tout le monde appelait Chimérisin Rinpoche. Et en Inde, il était connu comme C.R. Lama, qui était d'ailleurs universitaire, mais qui était d'abord un grand tulku de la tradition Nyingma. Voilà, donc j'ai ensuite, peu à peu, enfin j'ai mené mes études de philosophie jusqu'à l'agrégation en 92. J'ai ensuite continué voilà, vraiment sur le tibétain. Enfin, j'avais déjà fait mon mémoire de maîtrise sur Longchenpa, donc j'ai continué, j'ai fait un mémoire de DEA, donc ça existait à l'époque, c'était pas encore le Master 2, sur MIPAM. Puis ensuite une thèse de doctorat sur Longchenpa. Et voilà, donc j'ai été longtemps professeur de lycée, de professeur de philosophie en lycée pendant une vingtaine d'années. Finalement, j'ai été recruté à l'INALCO. Moi, j'avais vraiment, enfin, j'étais parti au début de ma vie avec une orientation très spirituelle, enfin, au sens, je souhaitais vraiment me consacrer à la méditation, etc. Et en fait, les choses ne se passent jamais comme on l'a prévu. Donc, euh, ce- le deuxième lama que j'ai mentionné, donc Thierry Rinpoche, m'avait dit quand j'étais très jeune, j'ai rencontré, je devais avoir 19 ans, donc ça c'est peut-être quand j'avais 20 ans, m'avait dit que je serais un big professor. Il m'avait dit même assez précisément quel poste j'aurais. De façon Mhm. étonnante. Moi, j'avais aucune appétence pour l'université, mais c'est quand même arrivé tel qu'il l'avait décrit. Voilà. Donc ensuite, ce que j'ai fait, enfin, j'ai fait plusieurs livres qui sont, pour simplifier, les uns de la philosophie scolastique tibétaine, les autres plus liés au Dzogchen. Donc dans la première catégorie, j'ai traduit
un texte de Mipam, donc le commentaire du neuvième chapitre du Bodhicharyavatara. Donc c'est vraiment du Madhyamaka en fait. Mhm. Enfin, il y a une orientation, une coloration de Dzogchen, mais vraiment dans l'intention, pas dans le détail. C'est vraiment de la philosophie scolastique tibétaine. De même, j'ai fait un peu après une traduction d'un texte de Korampa, donc, qui est un philosophe Sakyapa. Le texte s'appelle Tarishenjie, la distinction des vues, et c'est aussi du Madhyamaka, mais au sens où les Tibétains l'entendent, c'est-à-dire une interprétation globale du bouddhisme dans la perspective du Madhyamaka. Et puis du côté du Dzogchen, bah, j'ai traduit d'abord les poèmes de Nissho Kempo, donc sous le titre Le Chant d'illusion. J'ai payé ma thèse aussi, qui est en fait bon, un peu entre les deux, puisque c'est vraiment un travail pour comprendre la pensée de Longchenpa, mais aussi sa vie, authentifier les œuvres, enfin faire le tri des œuvres d'attribution certaine ou douteuses ou carrément impossibles. Enfin. Et puis enfin, j'ai traduit un manuel de pratique du Dzogchen, donc qui a été publié, ça c'est mon dernier livre publié, donc qui s'appelle le Manuel de la transparution immédiate. Mhm. C'est un texte de Tulku Solo qui est paru aux éditions du Cerf en 2016. Et donc ça c'est un texte que j'ai reçu, enfin le texte tibétain, je l'ai reçu de la main de Timé Rinpoche, et puis qui m'a en quelque sorte donné mandat pour le traduire, mais enfin, il y a eu toutes sortes de péripéties. Enfin, ça fait presque 30 ans que je suis censé le faire. Donc, là, je suis en D'accord. train de lire une version anglaise, en fait, de ce même texte, qui était ce qu'il m'avait demandé de faire, mais enfin, en 96. Donc, est-ce que l'ordre formel de le faire est encore valide si longtemps après? Je ne sais pas, mais bon, je me sens tenu de le faire et je le fais. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est un beau parcours, très, très académique au final. Enfin, j'ai l'impression, donc là, vous êtes actuellement professeur à l'INALCO. Et donc, qu'est-ce que vous enseignez dans ce cadre exactement? Cette Vous année, avez- je suis en délégation CNRS, donc je n'enseigne rien. D'accord. Je suis dispensé de faire mes cours. Et c'est pourquoi je reviens juste d'Inde, où j'ai passé 2 mois. Normalement, j'enseigne, enfin, mon poste est un poste de langue et civilisation. Donc, j'ai été embauché, si je puis dire, enfin recruté en 2013, mais plutôt pour faire le tibétain classique et la langue notamment des textes bouddhiques. C'est-à-dire que la langue tibétaine est, enfin, il y a vraiment des langues parlées. Je dis des parce qu'en fait, il n'y en a pas une, il y a vraiment Mhm. des variantes locales qui sont pratiquement des langues différentes de la même famille. Enfin, j'exagère un peu, mais l'intercompréhension est très difficile d'une région à l'autre dans certains cas. Et ma partie à moi, c'est plutôt la langue des textes, qui, elle, en revanche, est fixe, et, enfin assez fixe, et, enfin, depuis presque 1000 ans, et commune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variante locale, sauf dans quelques textes où il y a des régionalismes. Mais voilà, donc c'est surtout ça que j'enseigne à nos étudiants, et bah, selon leurs besoins et leur niveau, mais et selon les années, c'est-à-dire qu'évidemment aussi, on se répartit les cours un peu différemment d'un à l'autre, mais il m'arrive de faire un cours de grammaire, mais je fais typiquement les cours sur texte bouddhique ou bon, hein, d'ailleurs. D'accord. Ah oui, je l'ai pas dit au passage, mais j'ai aussi été longtemps, c'est important parce que ça a contribué beaucoup à ma formation aussi dans le Dzogchen. J'étais l'un des traducteurs français de l'Open Tazinanda, Yongzhi Rinpoche, le très grand maître Bon, qui est toujours parmi nous après presque 100 ans, et qui est un très grand maître de Dzogchen dans la tradition Bon. D'accord. Voilà. Donc, bon, pour nous, du point de vue universitaire, on n'a pas de préférence, évidemment, on n'a pas d'affiliation religieuse. Donc, on présente aux étudiants des textes de différentes colorations, à la fois un échantillonnage pour leur faire découvrir, et puis ensuite, quand ils sont un peu plus avancés, ma foi, on a tellement peu d'étudiants qu'on s'adapte à leurs demandes. Donc, s'ils souhaitent Mhm. faire un texte de telle tradition, moi, je veux bien faire un texte Gelugpa ou Nyingma, Sakya, Kagyu, Bön, etc., etc. Voilà. Oui, oui, donc effectivement, voilà ce que je fais professionnellement. Et pour être plus spécifique, puisque c'est ce qui me prend le plus clair de mon temps en ce moment, j'ai monté un projet de recherche collectif avec bon, quelques collègues, dont Jean-Luc Achard, qui est un Mhm. spécialiste blockchain, mais aussi un collègue américain, Jay Valentine, et puis 3 autres qu'on a embauchés, enfin des collègues plus jeunes que j'ai embauchés. Qui s'appelle, enfin, tout est en anglais, donc ça s'appelle For a Critical History of the Northern Treasures. Donc c'est sur les trésors du Nord, Jiangter,
qui est une branche de l'école Nyingma, enfin, ce qu'on appelle école Nyingma. Le mot école est un peu discutable, mais voilà, branche Nyingma du bouddhisme tibétain. Voilà, je ne sais pas si c'est nécessaire d'en dire plus. Euh, Mais justement, je vais vous poser des questions un petit peu plus justement pour détailler un peu les termes, parce que les personnes qui regardent cette interview ne sont pas nécessairement tout à fait au fait de ces traditions. Et alors, je vous pose une question très générale et j'imagine pas facile à répondre. C'est, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le Dzogchen de la façon dont vous voulez, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que le Dzogchen? bon, enfin, on peut l'expliquer comme une sorte de version du bouddhisme, auquel cas il faut inclure le bouddhisme dedans, c'est-à-dire montrer comment c'est une forme de bouddhisme, ou alors expliquer la différence avec les autres formes de bouddhisme. Et ça dépend comment on prend les choses. Si on prend les choses de la première manière, ben, en fait, on a par exemple avec Longchenpa une explication globale ou totale du bouddhisme à la lumière du Dzogchen. Euh, Si on veut vraiment cerner le Dzogchen dans ce qu'il a de propre, en fait, il faut expliquer le mot Dzogchen. Donc, Dzog en tibétain, ça veut dire parfait, ça veut dire aussi complet, ça peut vouloir dire fini aussi. Mais au sens justement où une chose est arrivée au bout de son développement, elle est pleinement actualisée. Donc là, elle est dit Dzog, donc complète, mais aussi terminée, finie. Enfin, mais ici, le sens principal, c'est l'idée sur laquelle il y a quelque chose qui est l'essence de l'esprit, la nature ultime de l'esprit. Alors, le Dzogchen a toute une terminologie qui lui est propre, hein. Par exemple, d'autres branches du bouddhisme vont dire Semgye Rongshin, nature de l'esprit. Les Dzogchenpa vont dire, par exemple, Semni, c'est-à-dire, et c'est comme ça disait spiritualité, mais ça veut dire en fait l'essence de l'esprit. Cette essence de l'esprit, Semni, qui est aussi appelée Rigpa, un mot très difficile à traduire. Moi, je traduis par intelligence avec une majuscule, mais peu importe, c'est l'essence de l'esprit. Et pourquoi est-ce qu'on parle de Dzogchen? Parce que cette essence de l'esprit contient de manière inhérente toutes les qualités de l'éveil. Donc, l'éveil est déjà, il est déjà là. Il est d'ores et déjà là au complet. Il n'y a rien à ajouter, ni rien qu'il faille en ôter, comme dit un texte. Enfin, donc essentiellement, le Dzogchen, c'est ça. Et ensuite, peut dire qu'il y a toute une construction pour présenter tout l'ensemble du bouddhisme en l'intégrant au Dzogchen, en présentant à la lumière du Dzogchen. Par exemple, le Longchenpa dit dans le Chuinzo, le trésor de l'élément réel, euh, qu'en fait, il compare le Dzogchen au sommet d'une montagne, ce sera la montagne du bouddhisme, avec tous ses véhicules étagés, ou ses approches moins profondes selon les Dzogchenpa. Et il dit que autant du sommet de la montagne, on peut voir la distribution, si on peut dire, des zones moins élevées, autant à l'inverse, quand on n'est pas arrivé au sommet de la montagne, on peut pas voir le sommet de la montagne. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que l'interprétation, selon lui, finale du bouddhisme, dans toute son économie, dans toute sa complexité, dans toute sa richesse, n'apparaît que quand on se place au point haut, qui est celui du Dzogchen. Je ne sais pas s'il n'est pas encore complexifier la chose au lieu de la simplifier. Mais... Voilà, donc Alors, dans ce sens, le Dzogchen, c'est avant tout l'idée que l'éveil est toujours déjà là. Il n'y a pas à le produire. Et ce qui est encore plus original, il n'y a même pas à le dégager, vraiment. Il n'y a même pas quelque chose comme des voiles qu'il faudrait ôter. C'est très subtil. Comment en fait, pourrait-on être déjà un Bouddha sans le savoir, sans même qu'il y ait une théorie qui explique comment c'est occulté, voilé, masqué, recouvert, ce qu'on trouve dans d'autres formes de bouddhisme. Et puis de l'autre point de vue, on va avoir toute une explication incluant y compris les véhicules subalternes, c'est-à-dire essayant de rendre raison de toutes les autres formes de bouddhisme réputées pour les Dzogchen pas moins profondes. Voilà. d'accord, donc en fait, le Dzogchen, c'est le point culminant quelque part, enfin, du point de vue du Dzogchen en tout cas, Les Dzogchen pas, oui. du bouddhisme. En Euh, fait, toutes les formes de bouddhisme, en tout cas du grand véhicule, ont toujours une théorie pour expliquer comment les autres formes de bouddhisme sont
pas fausses, mais provisoires, ou sont Mm. métaphoriques, etc. Et comment la forme du bouddhisme qu'eux-mêmes représentent, et bien justement, est cette culmination à partir de laquelle il faut rendre raison des autres formes. Mais ça se trouve dans toutes les formes du bouddhisme, aussi bien tibétain enfin, ou tibéto-mongol que chinois, coréen, japonais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve notamment, enfin, j'ai l'impression, dans le Mahamudra, qui est une tradition que je connais un peu mieux. Et d'ailleurs, est-ce que, enfin, de l'extérieur, on pourrait avoir l'impression que ce sont des approches qui se ressemblent beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je connais mal ou dire, faudrait dire la Mahamudra Oui. d'ailleurs, parce que c'est féminin en sanskrit, mais bon, peu importe, mais le Mahamudra, puisque c'est l'usage, en tout cas l'usage dans les centres bouddhistes. Donc, c'est une tradition que je connais beaucoup plus mal, hein, parce que j'ai pas étudié vraiment les textes fondamentaux, j'ai juste reçu quelques enseignements oraux, etc. Je pense que le sens, comment dire, on va dire philosophiquement, il n'y a pas de différence très capitale, même si on peut essayer d'en faire. Enfin, les Tibétains aiment beaucoup les subtilités doxographiques, comme on dit, enfin, essayer de définir les vues, la hiérarchie des vues, etc. Il y a une différence d'origine aussi. Enfin, par exemple, le Dzogchen a ses propres tantras. Il y a toute une littérature de tantra du Dzogchen, tandis que le ou la Mahamudra est présenté comme finalement le sens ultime profond des Anuttara Yoga Tantra ou enfin des tantras de la classe la plus élevée, mais il n'a pas ses propres tantras normalement. Et après, bon, le Dzogchen est aussi très riche de toute une terminologie qui est beaucoup plus, on va dire, exotique et foisonnante que le Mahamudra. Après, moi, je dirais les différences vraiment fondamentales, si on ne cherche pas, enfin, je veux dire, si on n'adhère pas aux présentations traditionnelles qui expliquent pourquoi ça n'a rien à voir, etc., si Mhm. on essaie vraiment d'aller au fond, c'est quand même surtout que le Dzogchen est beaucoup plus riche de techniques, si on peut dire, enfin de méthodes diverses et variées visant à provoquer l'expérience dont il est question. C'est-à-dire que avec le Mahamudra, on a l'impression qu'on revient au-delà de toute la complexité des pratiques tantriques à quelque chose qui est extraordinairement dépouillé, dans un sens très direct, mais en même temps, on peut dire aussi très pauvre techniquement. Dans le Dzogchen, on a une espèce tout en ayant une vue comme ça qui est extrêmement abrupte, même encore plus radical dans la verbalisation, dans la formulation que ce qu'on trouve dans les textes de Mahmoudra. En fait, on a quand même beaucoup d'éléments de développement progressif avec des méthodes alors qui sont tout à fait curieuses parce qu'elles sont très distinctes des méthodes tantriques. Alors, bon, parfois, il y a des méthodes tantriques qui sont utilisées de manière subalterne ou connexe ou secondaire. Mais enfin, par exemple, il y a des méthodes. Ah bon, ce qui fait le cœur du Dzogchen tel qu'il est pratiqué, en tout cas de nos jours, ce sont les méthodes visionnaires, donc du Tögal. Et là, on a affaire c'est vraiment tout un monde, c'est-à-dire qu'il y a une description particulière de la nature de Bouddha demeurant dans le cœur, des canaux qui mènent aux yeux, etc. Enfin, toute la description interne des canaux est distincte de celle qu'on trouve dans les tantras, on va dire, que l'on connaît par ailleurs, enfin les plus connus. Et puis la pratique est totalement liée à un développement progressif de vision lumineuse qui, bon, peut être un équivalent approximatif dans le Kalachakra, dans le Dzogchen, dans la phase d'achèvement du Kalachakra, mais qui sont quand même très particulières. Enfin, là, on n'a pas une pratique qui repose sur la visualisation d'une divinité, etc. C'est très simplifié. Mais en même temps, on est dans autre chose que Chiné Lacton ou que des Mhm. instructions vraiment sur la nature de l'esprit pur et dur. Enfin, et bon, évidemment, il faut comprendre ça dans son contexte. Mais voilà, on pourrait dire ça, c'est quand même. Bon, puis ça, c'est la forme de Dzogchen qui est la plus, j'allais dire, populaire. Enfin, ça, c'est élitiste hein, quand même, mais de nos jours. Mais il y a aussi d'autres traditions, alors qui sont pas toujours qui sont plus toutes très vivantes ou qui n'ont plus que très peu de spécialistes. Mais il y a d'autres systèmes comme ça, on va dire très yogiques, enfin avec beaucoup d'instructions pratiques qui me semblent ne pas exister au même degré dans le Mahamudra. C'est-à-dire, en fait, dans les Dzogchen, il y a une section, une subdivision qui ressemble beaucoup au Mahamudra, qu'on appelle le Semde, la section de l'esprit. Mais les deux autres, Longde et Mengade, sont beaucoup plus riches on va dire, en technique yogique, dont on n'a pas le pendant, à ma connaissance, dans le Mahamudra.
Enfin, moi, j'ai l'impression, mais c'est peut-être mon inculture sur la question, mais qu'il y a il y a un paradoxe qui se dégage de la définition même du Dzogchen et des techniques qui sont développées, enfin, apparemment, de ce que vous dites, de nombreuses techniques et de nombreuses modalités, de méthodes pour découvrir cette nature éveillée. C'est pas Euh, tout à fait pour la découvrir, hein, il y a une petite oui, inexactitude. alors, je vous laisse. Oui, normalement, le Dzogchen commence, c'est-à-dire, fait, il y a beaucoup de maîtres qui le disaient très clairement. Par exemple, Namkhai Rinpoché le rappelait souvent. Le Dzogchen, on est un Dzogchen pas, on est un Dzogchen pas débutant quand on a eu réellement le Ngondreu, c'est-à-dire la présentation directe de ce Rigpa ou Semni, disons de la nature ultime de l'esprit. Enfin, c'est là que le Dzogchen commence. Et en fait, ça, c'est très différent d'autres traditions. On a l'impression que ça, c'est une chose très, une culmination très, quelque chose à quoi on aspire pendant des années, pourquoi on fait justement plein de pratiques, mettons des pratiques de type tantrique pendant des années avant d'aborder, tandis que dans le Dzogchen, il y a plutôt l'idée que ça n'est pas si difficile que ça, moyennant la dévotion, la connexion, etc., etc. Enfin, si on est fait pour le Dzogchen, il est dit qu'on peut avoir assez facilement donc l'expérience directe de la nature d'esprit, alors qui en plus dans le Dzogchen est expliqué comme étant pas vraiment une expérience, puisqu'il n'y a que la nature de l'esprit qui peut percevoir la nature de l'esprit. C'est pas, l'esprit ordinaire ne peut pas percevoir la nature de l'esprit. Donc c'est la nature ultime de l'esprit qui en fait est claire par soi, mais en fait, dont à un moment, j'allais dire, on se rend compte. Hein, c'est un peu Mm. curieux comme idée. Et en fait, toutes les méthodes du Dzogchen ne sont pas faites pour provoquer cette intuition initiale, mais pour la stabiliser ou plutôt, en fait, pour y intégrer ce qui n'est pas elle. Parce qu'on pourrait dire, c'est peut-être ça, c'est une explication qu'on ne trouve pas partout et qui est importante. On peut dire que globalement, la pratique du Dzogchen a deux phases. C'est un peu comme le solvet et coagula de l'alchimie. Il faut d'abord disjoindre et ensuite fusionner. Parce que il faut dans un premier temps reconnaître cette nature de Rigpa par contraste avec ce qui n'est pas elle. Là, les instructions, il y a elles ont toujours des noms très poétiques, hein, comme souvent dans le tantrisme aussi. Et là, on dit il faut être comme le cygne, enfin, c'est un Nangpa Serden, un canard, ou un cygne, je ne sais quoi, doré, qui, dans un mélange d'eau et de lait, sait ne boire que le lait. Et ça veut dire qu'il faut être capable de reconnaître dans le flux de l'expérience ce qui proprement est la nature de l'esprit. Euh, Comme par exemple, on reconnaîtrait relativement à un miroir où apparaissent des images, la pure nature du miroir, sans la confondre avec les couleurs, les formes, etc., qui émergent en lui. Mais ça, c'est un premier moment. Et ensuite, d'une façon ou d'une autre, alors dans les différentes sections du Dzogchen, c'est fait différemment, mais ce dont il s'agit ensuite, c'est d'intégrer tout. C'est-à-dire que ce dont on a distingué la nature de l'esprit dans un premier temps, c'est une particularité du Dzogchen, même sur le plan doctrinal, c'est d'insister sur la nature. Il y a différents termes comme tsel, rolpa, gen, donc c'est tsel, ça veut dire l'expressivité, la puissance expressive. Rolpa, le déploiement, le jeu, le divertissement. Gen, la parure. Ça va expliquer comment tout, c'est-à-dire y compris d'une certaine façon l'expérience la plus ordinaire de l'être le plus ordinaire, expérience sensorielle, etc., et en fait enveloppé, intégré dans cette nature de l'esprit comme son auto-déploiement. Là, un exemple qui est très courant, c'est... Enfin, ouais, pour comprendre le premier aspect, le très bon exemple, c'est le miroir. Et pour comprendre le deuxième aspect, le très bon exemple, c'est le cristal avec son, comme un prisme, si vous voulez, Mhm. dont surgiraient des couleurs d'arc-en-ciel. Les Tibétains ne comprennent pas la diffraction de la lumière comme nous. Ils croient en fait que les couleurs d'arc-en-ciel sont en fait latentes dans le cristal lui-même. Ils ne comprennent pas que c'est la lumière blanche qui se diffracte. Et ce qu'ils veulent dire, c'est que ils voient ça comme les couleurs diaprées, enfin, irisées qui surgissent, c'est l'auto-expression du cristal lui-même. C'est une manière de dire que tout dans l'expérience doit être ensuite reconnu comme n'étant pas autre que cette nature de l'esprit. Mais alors, dans le Dzogchen, la particularité, c'est que, surtout les pratiques visionnaires du Dzogchen, c'est comme s'il y allait de la sublimation des cinq éléments, des cinq champs sensoriels, enfin, toutes sortes de choses qui sont mises en équivalence, comme dans les tantras, dans
une espèce de nature lumineuse qui est leur vérité, si on peut dire. Donc, plus vous les reconnaissez comme étant l'auto-expression de la nature ultime de l'esprit, plus la matière se sublime en lumière, en fait. Et donc, le fruit, quand le fruit intérieurement est parfaitement réalisé, censément, le Dzogchen-pa atteint le corps d'arc-en-ciel, c'est-à-dire que son corps se dématérialise et est censé devenir les cinq lumières diaprées qui correspondent, enfin, qui sont la forme pure des cinq éléments matériels qui composent le corps. C'est Voilà. c'est extrêmement imagé et extrêmement. Il y a un côté poétique très fort, je trouve, là-dedans. Et ce que vous venez de décrire, ça fait penser aussi, et je pense que c'est peut-être lié à la proximité géographique, je ne sais pas, mais à l'approche védantique et tantrique qu'on peut retrouver dans l'hindouisme, où en fait on a une première phase de transcendance qui permet de distinguer la nature des choses et l'expression du, de chaque moment. Et ensuite, cette deuxième phase de repénétrer quelque part dans l'expérience pour faire l'expérience en fait, de la non-dualité. Enfin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, En fait, ce qu'il y a enfin, il y a une grande ressemblance, quelle qu'en soit l'explication, entre le Dzogchen et le shivaïsme du Cachemire, Mm. par exemple. C'est vrai que là, il y a même l'idée, par exemple, qui est beaucoup plus forte dans le shivaïsme du Cachemire que dans le Vedanta non-duel, selon laquelle il y a une espèce de d'autodéploiement ludique de l'absolu, hein. C'est en fait, le lila en sanskrit, donc le jeu, le déploiement ludique de la divinité, c'est l'équivalent, enfin, ça a pour équivalent en tibétain le rolpa, qui est une des manières de parler de la même chose, versant dzogchen, si on peut dire. Donc ça ressemble pas mal, effectivement, à ce genre de choses. Oui, oui, on peut dire ça. Et effectivement, par ailleurs, oui, la littérature du Dzogchen, enfin, mais c'est un peu le propre de l'école Nyingma en général. Enfin, c'est très poétique et très imagé. C'est vrai. J'ai essayé d'expliquer ça pour faire comprendre ce que c'est la tradition Nyingma. Enfin, c'est-à-dire Nyingma ou Bon, mais chez le Nyingmapa, c'est encore plus extrême. C'est-à-dire que c'est vraiment une espèce, je disais, c'est un ésotérisme au carré. C'est-à-dire si déjà le tantrisme est une espèce de bouddhisme ésotérique, là, on a affaire à quelque chose, mais même qui paraît vous voyez, c'est amusant pour nous, parce que pour nous, tout le bouddhisme tibétain est un peu fantasmagorique. Enfin, on est dans un monde magico, enfin, une religion essentiellement magique, on va dire. Enfin, avec beaucoup de prodiges, etc. Mais c'est que pour les Tibétains eux-mêmes, notamment les Tibétains qui se perçoivent comme rationalistes, mettons les Gelugpa, etc. Mm. Mais moi, j'ai entendu même les Geshe Bompo à dire que les systèmes de révélation, là, les termas des Nyingmapa, avec les écritures des Dakini, enfin, il y a une espèce comme ça de surenchère, effectivement, de mystère et de poésie, mais de bizarrerie aussi, qui fait que même pour les Tibétains, la tradition Nyingmapa, alors il y en a qui en sont friands, enfin, y compris par exemple même dans le monde plutôt Gelugpa, le cinquième Dalai Lama, c'était vraiment en fait une sorte de Nyingmapa. Enfin, comment dire, on voit bien que son cœur battait plutôt de ce côté-là, enfin, quand on regarde son œuvre, sa vie. Mais oui, en même temps, c'est effectivement des traditions qui apparaissent aux Tibétains eux-mêmes un petit peu bizarres, enfin, un petit peu, enfin, poétiques, mais peut-être pas très raisonnables, ou pas, peut-être suspects de ne pas être complètement authentiques. Hmm. Voilà. Et justement, alors moi j'aime bien faire des comparaisons, à tort ou à raison, mais parce que le phénomène même qu'il soit philosophique ou spirituel, entre guillemets, me fascine au-delà même de la pratique. Mhm. Et je me posais une question, je suis pas. Moi, je suis plus quelqu'un qui va peut-être pas creuser au fond des choses, mais peut-être picorer ce Mhm. qui est très mauvaise presse hein, en la matière, mais je plaide coupable. Et je me posais une question sur le rapprochement, sur même le fondement de la philosophie qui ressort du Dzogchen. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est une philosophie idéaliste
comme on peut en retrouver dans la philosophie occidentale, par exemple chez Spinoza ou Berkeley, par exemple. Oui, Berkeley sera un meilleur exemple de Mhm. philosophe idéaliste en Occident, parce que Spinoza, c'est plutôt une espèce c'est un monisme. Enfin, pour Spinoza, l'étendue existe non moins que la pensée. Donc, et sauf que c'est même pas un réaliste au sens courant, parce qu'il y a sa divinité possède également une infinité d'autres attributs autres que l'étendue à la pensée auxquels nous n'avons pas accès. Donc, bref, non, non, mais oui, par exemple, Berkeley. En fait, hum, par exemple, il y a un style bon, sans profaner les, les enseignements réputés secrets, mais il y a une manière de présenter la nature ultime des choses dans le Dzogchen, où en fait on procède par étapes. Et ça va me permettre de répondre à votre question, mais en partant vraiment d'une tradition spirituelle authentique du Dzogchen. Donc, dans un premier temps, on ramène les apparences à l'esprit. Donc ça veut dire qu'on commence par passer d'une sorte de réalisme naïf à un idéalisme. C'est-à-dire que on dit, mais finalement, là où on croit qu'il y a des choses, il n'y a que des perceptions. Bon. Mais ensuite, donc ça, en fait, et là, à ce niveau-là, le Dzogchen, en fait, peut-être, enfin, le Dzogchen, parce que enfin, ce que je dis du Dzogchen vaut pour le tantrisme Nyingmapa en général, mais on va dire au Tibet, c'est peut-être eux qui sont les héritiers les moins critiques, on va dire, de l'idéalisme bouddhique. C'est-à-dire qui la seule chose, c'est qu'ils ajoutent un étage, enfin, c'est pas la seule chose parce que c'est pas fini, un étage Madhyamaka. Si on peut dire ça. Ils disent, on ramène les choses à l'esprit, mais comme dans la pensée de Nagarjuna, enfin, Nagarjuna n'étant pas exactement, lui, idéaliste, mais comme une lecture idéaliste de la pensée de Nagarjuna, on ajoute un étage qui est la vacuité. C'est-à-dire que l'esprit, en dernière analyse, est insaisissable. Si on essaye de définir son mode d'existence, c'est pas qu'il est insaisissable comme s'il existait mais était inexprimable, c'est qu'à l'analyse, il se dissipe comme une chose complètement inconsistante on essayerait d'attraper et qui s'éparpillerait complètement. C'est pas une impuissance de la pensée à le comprendre, hein, c'est que c'est une inconsistance ontologique de l'esprit. Donc déjà, c'est un idéalisme qui est particulier parce que les choses sont ramenées à l'esprit, mais l'esprit lui-même n'est pas posé comme réel en dernière analyse. Donc déjà, c'est spécial. Et après, cette vacuité elle-même, dans cette vacuité elle-même, cette vacuité radicale comment dire, qui n'est pas moins radicale que ce qu'on trouve chez Chandrakirti, enfin chez les commentateurs radicaux de Nagarjuna, eh bien, on découvre un aspect clair, en fait. Un aspect clair, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire l'aspect clair? C'est-à-dire que cette vacuité n'est pas un pur... Par exemple, dans la pensée Gelugpa, dans le bouddhisme tibétain, la vacuité n'est pas du tout autoconnaissante. Vacuité, c'est le mode d'être des choses, et c'est finalement l'esprit, en tout cas l'esprit, une fois qu'il ait parcouru tout un processus de raffinement, d'abord intellectuel puis méditatif, qui finit par être capable de l'apercevoir adéquatement. Mais pour l'énigmapade, non, la nature ultime, seule la nature ultime peut percevoir la nature ultime. Et elle se perçoit de manière inhérente. Donc c'est ça la fameuse clarté. Et donc ensuite, évidemment, si on creusait encore, il faudrait dire que ça, c'est peut-être ce qui est un peu différent de ce qu'on va trouver dans la tradition comme Mahamudra. On va pas s'arrêter encore là, c'est-à-dire on va pas dire l'ultime, la crème de la crème de la nature ultime des choses, c'est un vide lumineux. Ça, on trouve ça dans d'autres traditions. Mhm. Mais on va dire finalement, non, c'est un vide lumineux qui s'auto-exprime de façon inhérente. Enfin, on peut dire tout l'univers et son auto-déploiement finalement, d'une certaine façon, il faudrait nuancer un peu. Et, euh, et en fait, il y a pas, ça c'est propre peut-être aux auctions aussi, c'est en dernière analyse, il n'y a pas une réalité de surface et une réalité ultime, une réalité relative, une réalité absolue. En dernière analyse, il n'y a qu'une seule réalité qui est le Mhm. Dzogchen, qui n'est pas plus, ou qui n'est pas moins phénomène que essence, ou qui n'est pas plus essence que phénomène, mais qui est une espèce d'essence s'auto-exprimant de manière immanente à l'infini. C'est-à-dire, il y a une partie il y a une espèce de mythe de commencement dans le Dzogchen, ce qui est très bizarre pour le bouddhisme, mais c'est ainsi. Mhm. Et à un moment, il y a une étape qui s'appelle Shinang, alors moi je traduis épiphanie du fond. On a cette nature qui s'auto-déploie en une infinité de mandalas. C'est décrit comme il y a encore des très belles comparaisons, mais comme une espèce d'étoffe de brocart, donc
on peut penser aux brancards qu'on met autour des tankas, là, des peintures Mhm. tibétaines, enfin, qui se déploient à l'infini. Mais on comprend que c'est une espèce de réalité holographique où en plus toutes les parties contiennent le tout, etc. Enfin, c'est ça, c'est très important. Alors, toutes ces choses sont comparées à des ocelles de Pan, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup le déploiement de la roue du Pan avec toutes ces ocelles, ça. Mais le point le plus important et qui n'est pas facile à comprendre, c'est de comprendre que c'est une tradition dans laquelle finalement, le véritable absolu n'est pas quelque chose d'autre qui serait caché sous le voile des phénomènes. C'est-à-dire qu'il enveloppe en lui-même, il inclut tout le déploiement phénoménal. Et ce n'est que pour un être égaré qu'il y a une différence entre apparence et vérité, si on peut dire. Pour un être éveillé, il y a une vérité auto-apparente et une apparence intrinsèquement vraie, si on peut dire. Je ne sais pas si c'est clair ou si c'est C'est un très peu clair. genre. On est dans le cœur de la non-dualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre l'observateur et l'observé, hein, comme Voilà, dit. donc il y a pas de euh, dans les Dzogchen, il n'y a pas de distinction samsara nirvana en dernière analyse, il n'y a pas de distinction sujet-objet, et il n'y a pas de distinction non plus absolu-relatif. Enfin, d'une certaine façon, on peut dire que d'autres branches du bouddhisme l'entrevoient, mais c'est quand même là posé de manière assez massive. Enfin, même l'absence de distinction entre... moi, c'est bien sûr que même le sutra du cœur dit hein, la forme Mm. et le vide est la forme n'est autre que le vide, et le vide n'est autre que la forme. Mais pour l'avoir compris comme le Dzogchen le fait, moi, je vois comme équivalent que l'école chinoise du Huayan, là, qui s'appuie sur l'Avatamsaka Sutra, qui dit vraiment que fondamentalement, il n'y a pas de distinction, comme ils disent, entre principe et expression, et qui décrivent aussi de ce fait l'absolu, si on peut dire, plutôt que comme un espace vide, ou même un espace vide infus de lumière, comme une espèce justement d'infini, d'infini déploiement, sorte de caverne d'Ali Baba, mais où toutes les parties contiennent le tout et ainsi à Mm. l'infini. Ça, c'est quand même assez rare dans le bouddhisme. Enfin, donc, on a ça dans l'Avatamsaka Sutra, et on a ça de façon un peu implicite dans certains tantras. Mais alors, vraiment, dans le Dzogchen, c'est complètement assumé. Et puis, surtout, le Dzogchen essaye d'en faire quelque chose de directement pratique. Et en fait, c'est toutes ces histoires de vision lumineuse, parce que je pense que vous alliez par là tout à l'heure. Enfin, vous n'avez pas été jusqu'au bout de votre question, mais je pense que vous alliez me dire, c'est étrange, c'est une pensée qui nous dit que tout est déjà parfait mais qui introduit Je crois que vous avez un peu perdu le fil de où vous vouliez arriver, mais je crois que c'est là que vous vouliez arriver. Vous vous dites, mais pourquoi y a-t-il à ce moment-là des techniques C'est yogiques? ça. Et en fait, C'était le l'objet. paradoxe que j'essayais de Voilà, et soulever, en fait, très le- maladroitement. le- pour comprendre ces histoires de vision lumineuse, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer que c'est une espèce de série d'hallucinations au terme desquelles on atteindra l'état de Bouddha. Non, non, il faut comprendre que c'est la pratique d'une déchirure dans la réalité illusoire. Et par cette ouverture, si on peut dire comme un trou de serrure au début, en fait, c'est l'absolu qui s'auto-perçoit à même l'esprit ordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre propre nature de Bouddha ou notre propre Rigpa, en fait, qui, alors au départ sans dissolution ou sublimation intégrale de l'expérience ordinaire, mais s'auto-perçoit. C'est-à-dire que les visions lumineuses, c'est pas des objets Mm. perceptifs, c'est ce Rigpa qui n'est pas moins objet que sujet, si on peut dire. Enfin, qui est sans sujet-objet, mais qui de ce fait n'est pas moins spectacle que spectateur, et donc qui commence à déployer, mais comme je disais, comme si enfin, on peut pas dire comme si on voyait, il faut dire comme si il se voyait lui-même par un tout petit trou de serrure, par une brèche pratiquée à même l'expérience de l'esprit ordinaire, puisque, comme je l'ai dit, le Dzogchen commence quand on a découvert la nature ultime. Mais donc, en fait, on est un être ordinaire, avec des perceptions ordinaires, mais qui a malgré tout perçu directement la nature ultime. Ce qui est tout à fait étrange hein, du point de vue du bouddhisme, c'est comme si on disait, on est un être ordinaire, mais on est quand même un bodhisattva de la première terre. Enfin, ce qui n'est pas, il faut reconnaître, pas normal, parce que le Dzogchen ne décrit pas le Dzogchen pas débutant comme ayant tous les attributs
que, par exemple, l'Abhisamayalankara ou d'autres grands traités classiques du Mahayana comme ça, attribuent au Bodhisattva de la première terre. Le Bodhisattva de la première terre, il peut produire, je ne sais plus si c'est 10 ou 100 émanations simultanées de lui-même dans 10 ou 100 lieux différents, etc. Enfin, le Dzogchen pas débutant, c'est un être par ailleurs ordinaire. Enfin, il doit être un peu, comment on dit, kalden en tibétain, c'est-à-dire, souvent c'est traduit fortunate en anglais, donc fortuné, il traduit mécaniquement fortuné en français. En fait, ça veut dire prédestiné, hein. Kalden, c'est-à-dire qui est den, doté de, kal, ça veut dire une part, comme la part d'un héritage, ça veut dire que ça lui revient de droit, en quelque sorte. Donc, cet individu qui est prédestiné au Dzogchen, c'est un individu singulier de ce point de vue, mais il n'est pas, c'est pas un être éveillé, quoi. Enfin, comme tout le monde, il a une part pré-éternellement, Mm. intégralement éveillée, mais il est quand même engoncé dans une expérience sensible, passionnelle, cognitive, ordinaire en même temps. Mais ça, c'est aussi, peut-être c'est une particularité du Dzogchen d'assumer ce paradoxe-là, c'est-à-dire cette idée sur laquelle le Dzogchen passe, c'est quand même en même temps un être ordinaire. Mm. Et en fait, c'est pas, du coup, le Dzogchen ne s'embarrasse pas tellement de comparaisons comme les nuages qui couvrent qui empêchent de voir le soleil dans le ciel, qu'il faudrait ôter grâce à la pratique qui serait comme un vent, etc. Non, 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 non. C'est juste que finalement, le sujet de l'éveil, c'est l'essence de notre esprit et pas notre esprit. Et cette essence de l'esprit, elle n'a pas besoin d'être purifiée ni même d'être dégagée, elle est toujours déjà, elle n'a qu'à être remarquée. Et une fois qu'elle est remarquée, ou en tibétain on dit ngondrö, hein, donc ça veut dire, euh, ça est traduit souvent comme introduction directe, et c'est une très très Mm. mauvaise traduction, parce que déjà c'est un anglicisme, hein, c'est introduction au sens présenter quelqu'un à quelqu'un. En tibétain, ngondrö, ça veut dire littéralement te donner, ngo c'est la face. Et donc en fait on dit ngondrö, normalement justement c'est quand on présente quelqu'un à quelqu'un. Donc le maître présente le disciple à sa nature, ou il présente sa nature à lui, mais enfin, et cette nature, elle est toujours déjà là, mais elle était là avant. C'est-à-dire quand vous la reconnaissez, il n'y a rien de spécial. C'est-à-dire le miroir n'est pas plus brillant. Quand vous avez reconnu la nature du miroir, il y a toujours les images qui apparaissent dedans, etc. Mais pour les Occidentaux, le simple fait de l'avoir reconnu, et puis ensuite le fait d'y séjourner, si on peut le dire, alors ça veut juste dire de vivre son expérience au point Mm. de vue du miroir et pas au point de vue d'un segment d'image qui serait la vie intérieure de l'esprit seulement, c'est en soi c'est la base, la voie et le fruit à la fois, en quelque sorte. Enfin, une particularité du Dzogchen, c'est que de toute façon, la voie est le fruit. Pas au sens où dans les tantras, on va en quelque sorte jouer comme un acteur, en se visualisant comme une divinité dans son mandala, etc. Mais c'est vraiment que finalement, c'est le fruit visé qui est toujours déjà là, donc qui est en fait aussi la base, qui sert de voie. C'est-à-dire que c'est tout simplement en demeurant, si on peut dire, mais c'est paradoxal, hein, tout ça. Tous les termes sont faux, je veux dire. Dans on pourrait dire en glissant de point de vue, c'est-à-dire en quittant le point de vue de l'esprit ordinaire qui cependant continue de divaguer comme depuis des temps sans commencement, et en s'installant dans le point de vue de l'essence de l'esprit, aussi appelé Rigpa, qu'en fait, peu à peu, c'est même pas une purification, mais la sublimation se fait. Alors, elle peut se faire toute seule. Il y a des formes de Dzogchen complètement apragmatiques. En fait, c'est comme le zen, hein. Vous savez, Mm. dans le zen, on dit, on pratique, vous savez, le fameux Mushotoku, la sans esprit de but ni profit. C'est-à-dire qu'en fait, la pratique n'est même pas une pratique. Il n'y a pas de moyens mis en œuvre en vue d'atteindre un but. La pratique est juste, comme c'est très bien dit par Dogen, hein, aussi dans la tradition zen, la pratique, c'est juste l'actualisation de l'éveil foncier. L'éveil qui est toujours là. Euh, et en fait, malgré tout, il y a une temporalité de la pratique parce que peu à peu, tous les éléments de l'expérience ordinaire sont censés se sublimer, mais ça veut dire en fait, sublimer, c'est un peu trompeur comme terme. Ça veut dire en fait, ils reviennent à leurs conditions naturelles. Ça, c'est très important dans le Dzogchen aussi, c'est l'idée sur laquelle le samsara, c'est une condition fausse, enfin falsifiée, artificielle. Et donc, il n'y a pas tant à faire un effort pour produire un état pur que finalement à lâcher tous ces efforts d'agitation, d'acharnement dans le samsara et de laisser l'esprit retomber comme s'il se décantait. Et s'il se décante en lui-même, il revient à sa condition primordiale, qui est ce jigpa ou semni. Voilà.
C'est très très clair. Et j'ai une question qui me vient. Est-ce que, donc, pour pratiquer le Dzogchen, la présence d'un maître est nécessaire, puisqu'il y a ce coup de pouce du départ, quelque part. J'ai l'impression que c'est ça. C'est le fait de montrer la nature éveillée de l'esprit qui doit être présentée par un maître. Donc, j'imagine que c'est nécessaire si on veut se dire pratiquant En théorie, on pourrait imaginer que non. Enfin, et d'ailleurs, le Dzogchen a des histoires d'éveillés spontanés. Enfin, pas, je parle pas de gens, des éveillés autoproclamés modernes, mais dans les traditions même, on décrit des gens. Alors d'ailleurs, dans le Dzogchen, c'est un nom, ça s'appelle les Chikchalwa. Chikchalwa, ça veut dire instantanéiste. Enfin, mais plutôt instant. C'est pas ist au sens d'une doctrine, là. Dans ce cas-là, ça veut dire quelqu'un, ouais, c'est la nomination en tibétain qui est Chikchal, c'est-à-dire d'un seul coup. D'un seul coup. Je sais pas comment dire, un individu d'un seul coup. Et donc là, normalement, ça s'applique à des gens qui, bah, soit à l'occasion d'un enseignement d'un maître, mais ça pourrait être aussi en lisant un texte ou je ne sais quoi, qui ont une espèce d'éveil foudroyant. Ils sont directement établis dans cet éveil qui est notre condition fondamentale. Donc, la possibilité est posé en principe. Mais en fait, le Dzogchen, bah, comme par exemple les traditions Kagyu, enfin, c'est des traditions où le rapport au maître est extrêmement central. Et même, moi je dirais, alors surtout en pensant, après ça dépend des enseignants, mais donc moi, mon premier maître, c'était Nichiren Kempo. Le Dzogchen, enfin, je veux dire, et lui, il avait vraiment une insistance très profonde sur la dévotion. Enfin, et justement, l'idée que c'était pas comme alors, c'est pas tout à fait la dévotion au maître permettant une purification, comme dans je sais pas, les épreuves infligées par Marpa, Milarepa, etc. Mhm. C'était vraiment l'idée d'une dévotion qui est le vecteur à travers lequel seul peut passer. Là encore, ça fait penser au Chan, au Zen, parce que c'est vraiment, vous savez, ils disent Ishin Denshin, de mon esprit à ton esprit, enfin, Mhm. de l'esprit à l'esprit. Et là, c'est vraiment, il y a cette espèce d'idée que finalement, bien sûr, il s'agit que du disciple et de l'essence de son esprit, mais qu'en fait, ça se fait éminemment par la médiation de la dévotion au maître. Euh, Comme si, d'une certaine façon, cette reconnaissance, alors ça, c'est pas vraiment théorisé, hein, mais il y a quand même une sensibilité. Alors chez Nichiren Kempo, ça se sentait vraiment, hein, que c'est pratiquement comme le soufisme, quoi. C'est-à-dire que c'est presque l'extase de la dévotion, dans ce cas, la dévotion au maître, mais alors au maître perçu comme n'étant lui-même qu'une espèce de porte d'entrée dans cet état, hein, parce qu'il ne s'agit pas du maître dans son individualité humaine, trop humaine, quoi. Enfin, mais effectivement, la dévotion est présentée comme extrêmement centrale. Donc, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est plus facile à comprendre, qui est similaire aux traditions tantriques, puisqu'il y a un savoir-faire de type yogique, il y a un moment donné, on doit être comme un apprenti qui se forme auprès de quelqu'un qui sait faire. C'est d'autant plus vrai que justement, précisément, il y a quand même bah, par exemple, dans l'enseignement plus visionnaire du Dzogchen, il y a des postures physiques, Mhm. il y a des respirations, il y a des postures oculaires, etc. Il y a des dangers qui sont pointés, etc. Et même dans le Dzogchen moins technique, on parle de golsa, c'est-à-dire de déviation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur quoi on peut se tromper. Alors, évidemment, les textes donnent des critères. Par exemple, on pourrait confondre la nature de l'esprit avec... Ça, c'est quand on ne l'a pas encore reconnu avec certitude. Donc, on peut croire qu'on l'a reconnu alors qu'en fait, on est juste dans un état qui correspond à autre chose, en fait, Mhm. qui n'est pas encore. Et donc là, normalement, oui, il faut être guidé par un maître. Ça, c'est commun à Mahamudra ou tradition tantrique, etc. Même au Zen. Mais alors, en plus, il y a une coloration dans le Dzogchen, en tout cas dans certains de ces courants vivants, qui vraiment. Qui, dans laquelle la dévotion extrêmement, même affective en fait, au maître est vraiment le seul moyen pour cette expérience de passer. Curieusement, parce qu'il s'agit d'une médiation entre soi et soi-même, hein, puisqu'il Mhm. s'agit pour mon esprit de reconnaître sa propre essence. Mais donc voilà, en fait, de ces deux points de vue, donc le point de vue, on va dire, un peu technique yogique, mais aussi cet autre point de vue qui est vraiment celui du... Alors, les Tibétains, ils expliquent ça en termes de bénédiction, enfin de Chinap, hein, on dit en tibétain. Donc, ils disent que c'est à travers la grâce du maître
que cette nature peut être découverte puis stabilisée. Mais quand on regarde vraiment, enfin moi je me souviens de l'enseignement oral de Nichel Kempo, il y avait vraiment l'idée qu'en quelque sorte, c'était finalement, et finalement, il n'y a que la dévotion au maître qui compte, finalement. C'est comme si la dévotion au maître était de soi quelque chose qui, dans son incandescence ultime, faisait, enfin, amenait l'esprit à cette reconnaissance. Mais avec, c'est vrai, avec quand même, il y a une dimension qui est comme dans les tantras, mais aussi d'ailleurs comme dans le Chan ou le Zen, hein, qui est la passation du maître au disciple. Voilà, je ne sais pas si c'est C'est une non, expression c'est très convaincante, très intéressant en tout théorique, cas. mais c'est comme ça. Dans l'enseignement oral des maîtres, c'est comme ça. Ouais. Et en parlant de maître, euh, donc j'imagine qu'il y a plusieurs grands maîtres dans le Dzogchen, donc des personnages très influents dans ce qu'est le Dzogchen, enfin, qui ont été influents dans ce qu'est devenu le Dzogchen aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des Dzogchen ou est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment unifié qui correspond à un ensemble, un corpus d'enseignement et qui correspond, enfin, que l'on retrouve chez tous les maîtres? Euh, En fait, bon, déjà, il faudrait dire que les Pompo ont leur propre tradition de Dzogchen, qui en fait est très homogène à celle des Nyingmapa, au sens où les pratiques, on va dire, en substance sont les mêmes. La pensée, enfin, la doctrine est la même. En revanche, il n'y a aucun texte en commun. Enfin, Mm. c'est quand on dit qu'ils ont le Dzogchen en commun, en fait, c'est qu'ils ont en commun une vue et un ensemble de pratiques, mais qui, chez les uns et les autres, reposent sur des corpus qui sont différents, enfin, qui sont distincts. Après, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, d'un texte de Dzogchen à l'autre, on trouve parfois des segments entiers qui sont identiques. Donc, quelle que soit l'explication, enfin, c'est pas une explication un peu mécanique, hein, comme les Tibétains croient souvent, les bouddhistes croient souvent que les Bonpo ont tout pompé dans le bouddhisme, recopié, quoi, en fait. Bon, ça, c'est une question insoluble et on va pas en parler. Mais bon, déjà, il faut dire que les Bonpo ont leur propre tradition avec leur propre texte, hein, enfin. Mais ensuite, pour en rester au Nyingmapa, en fait, ben, dire tout ce que j'ai là derrière moi, c'est en gros 95%, c'est que de la littérature Nyingmapa, en fait. Mhm. Et donc, c'est-à-dire que c'est une littérature qui est immense. Pour donner un aperçu, donc les Nyingmapa, ils ont leur propre canon tantrique qui s'ajoute au Kangyur, enfin la partie tantrique du Kangyur. Donc il y a une collection qui s'appelle Nyingma Gyumbum, littéralement, c'est-à-dire les 100 000 tantras. 100 000, ça veut dire tout hein, chez les Tibétains, Mhm. comme les 100 000 chants de Milarepa, il n'y en a pas 100 000. Enfin, là, de la même, il n'y en a pas tout à fait 100 000. Mais enfin, donc j'ai ça, donc c'est les volumes qui sont emballés en blanc, là, pour la plupart. Il y en a 45 volumes. 45 volumes, dont certains font 1000 pages. Donc là-dedans, ça correspond aux trois classes de tantra intérieures des Nyingmapa. C'est que les Nyingmapa ont 6 classes de tantra au lieu de 4. Donc les choses sont présentées différemment. Donc il y a une bonne partie qui sont des tantras du Dzogchen. Et alors c'est vraiment une accumulation, parce que en fait, ce foisonnement extraordinaire de l'école Nyingma, enfin qui est de sa richesse, c'est un peu paradoxal parce que ça fait que les Nyingmapa ont beaucoup ils ont un trésor d'enseignement tantrique et Dzogchen, dont certains sont plus ou moins morts. C'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas toujours une lignée vraiment vivante. Alors parfois, oui, il y a encore les initiations, mais il n'y a plus personne qui pratique ça. Donc on vous donne les initiations comme bénédiction. Mais enfin, pour trouver un vrai spécialiste, euh, c'est très difficile. Mais en fait, ça veut dire que ce qu'on appelle Dzogchen, donc d'un nom unique, pour dire les choses de la manière traditionnelle, Nyingmapa, il y a trois sections, Semde, Longde, Mengande. Donc section de l'esprit, section de, moi je dis la sphère, mais c'est-à-dire c'est un espèce d'espace abyssal, et section des Mengar, c'est-à-dire des instructions clés, ou des préceptes. Enfin. Et puis elles sont elles-mêmes subdivisées ensuite. Et donc là-dedans, il reste des traditions vivantes de Semde, il reste des traditions vivantes de Longde. Ce qui domine complètement aujourd'hui, ce sont des traditions de Mengarde. Et donc là-dedans, il y en a encore plusieurs. Et donc, en fait, un maître de Dzogchen, en général, enfin, il y en a qui étaient vraiment des spécialistes encyclopédiques de Dzogchen, comme Namkhai Rinpoche. Nishu Kempo connaissait vraiment aussi tout ce qui existait, mais la plupart, en fait, ils vont mettre en avant un système, qui est celui qu'ils auront pratiqué.
Et en fait, ça peut être assez divers. Enfin, et donc, et aussi, il y a des styles divers d'un maître à l'autre, d'une branche à l'autre, etc. Enfin, bon, après, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment vivant, parce que franchement, le reste n'est pratiqué qu'à titre d'auxiliaires, par des spécialistes ou des gens, des maîtres qui, par piété traditionnaliste, veulent conserver la tradition dans son intégralité. Mais ce qui est globalement vivant, si on va chercher des yogis qui ne sont pas des érudits encyclopédiques du Dzogchen, c'est donc dans le Mengadé, c'est la section des préceptes, soit ce qu'on appelle le Nyingtik, enfin, ou Menga Nyingtik, la quintessence des préceptes, quelque chose comme ça, soit d'autres choses comme ce qu'on appelle le Yangti, bon, l'hyperessence, je ne sais quoi, Mhm. mais en gros des systèmes dans lesquels, pour simplifier, on pratique avec deux phases qui sont toujours les mêmes, qui sont Tektu et Tögal. Donc Mhm. Tektu, c'est la partie où essentiellement il s'agit de reconnaître et stabiliser, enfin, reconnaître cette nature ultime de l'esprit, donc dit Rigpa, et apprendre à y demeurer, si on peut dire, quoi qu'il advienne comme expérience du côté de scène de l'esprit ordinaire. Et puis ensuite, Toggle, donc, qui est le développement des visions lumineuses, qui est censé être une espèce d'accélérateur. Enfin c'est qu'on on dit si on fait que de l'actueux, ça marche, mais Mhm. là, c'est simplement que toutes les perceptions ordinaires doivent lentement se sublimer. En fait, pour prendre une comparaison un peu idiote, c'est comme si on disait, bah, si on verse du café sur du sucre, le sucre va finir par fondre tout seul. Mais si D'accord. on touille un peu, il va se dissoudre plus vite. Enfin, donc c'est un peu comme ça. Donc on dit, si on est paresseux, on peut pratiquer juste actueux. Si on veut accélérer le développement, on doit pratiquer aussi Toggle. Alors, parfois ça s'appelle Toggle, parfois ça s'appelle autrement, mais pour simplifier, on peut l'appeler comme ça. Oui, Donc voilà. c'est les deux termes de pratique qu'on retrouve dès qu'on tape Dzogchen Voilà, voilà. sur Ah Google. ouais. En fait, C'est il y a fait. des formes de Dzogchen qui existent dans lesquelles il n'y a ni Chekchö ni Toggle. Enfin, c'est-à-dire, D'accord. ça, c'est le propre alors, de ce qui est présenté dans les traditions vivantes aujourd'hui comme les formes les plus profondes, les plus avancées du Dzogchen. Et donc, dedans, ensuite, il y a plusieurs cycles différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas même s'agissant de ce système relativement homogène, avec des petites variantes, mais quant à ces explications de pratique, il y a différents groupes, enfin différents cycles, comme on dit, un peu comme Pour prendre une comparaison qui est pertinente, si on connaît un peu le tantrisme tibétain, bah, si on veut pratiquer les tantras supérieurs, bon, déjà, on peut pratiquer Pagu, Magu, on peut pratiquer le tantra masculin, mettons Yamantaka, enfin, Vajrabhairava ou Guhya Samaja, mettons, ou les tantras dits féminins, ou tantra mère, on dit parfois, Chakrasamvara et Vajra, etc. Dans certains cas, on parle de tantra non duel, hein, Kala Chakra, mais finalement, le système fondamental de pratique est le même, quoi. C'est-à-dire, il y a Mhm. Kelim, Zorim, phase de développement, phase d'achèvement, et c'est un peu parallèle, hein. C'est-à-dire, dans le Kelim, on va s'identifier à la divinité et stabiliser la visualisation de la divinité dans son mandala, et puis faire le Nyemba, c'est de la récitation du nombre voulu de mantras. Et puis dans le Dzogrim, on va passer à des pratiques de yoga interne alors qui sont un peu différentes entre les Pagus et les Magus. Et voilà, et en fait, par exemple, les instructions de Tumo, hein, du feu intérieur, dans, je ne sais pas, Chakra Samvara, sont pas tellement différentes de celles de Evajra. Mais cela dit, on ne pratique pas, on mélange pas les deux. C'est-à-dire, si on reçoit les instructions dans Chakra Samvara, on va pratiquer Chakra Samvara, la visualisation du mandala comme elle est dans ce tantra et bon, les commentaires de la tradition que l'on suit, et puis les pratiques de Zorim, telles qu'elles sont bien décrites dans les tantras et leurs commentaires et les instructions des maîtres de la lignée, et puis en fait, en fonction du lama de qui on reçoit. Mais par exemple, un lama qui lui-même a pratiqué Chakrasamvara peut enseigner Vajra. Enfin, c'est assez Mhm. homogène. Il faut normalement, pour qu'il donne l'initiation, qu'il ait fait le Nyempa, qu'il ait récité le nombre voulu de mantras, mais c'est quand même assez interchangeable, en fait, on peut dire. On ne va pas tout mélanger. Donc, en fait, la question pour le Dzogchen, c'est analogue. Bon, c'est des choses moins connues, mais c'est que si on pratique le Dzogchen, y compris les systèmes là, qui sont avec Tekchotogan, on va pratiquer soit le Bima Nyingtik, soit le Kando Nyingtik, soit le Gompa Zantel, soit le Yangtze Narpo, etc., etc. Et il n'est pas interdit de recevoir plusieurs de ces cycles pour éclairer sa pratique de la connaissance des autres. Mhm. Enfin,
Mais justement, parce que c'est les mêmes points qui sont présentés un peu différemment, parfois il y a une forme qui correspond mieux à un individu. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais Ça répond très, très bien, puis le système c'est est très, assez cohérent. Voilà, le système est... c'est très complet, et puis ça donne une vision euh, un peu d'ensemble de comment ça fonctionne, en tout cas. Euh, alors, justement, sur ce côté cohérent, imaginons une personne souhaite découvrir avec un ouvrage le Dzogchen, que ce soit d'un point de vue philosophique ou pratique. Est-ce qu'il y a un texte, quelque chose qui permet de, sans forcément d'avoir un maître, mais est-ce qu'il y a quelque chose oui, un texte ou un manuel qui permet d'entrer Bah, euh, de, Maintenant, de, maintenant, infiniment de choses sont traduites. Mais cela dit, si on veut un point de vue simple et équilibré, moi je dirais pour une première lecture, pour vraiment la saveur du Dzogchen, sans rentrer dans des choses très complexes, etc. Par exemple, le livre de Namkhana Rinpoche, The Crystal and the Way of Light, alors je ne sais plus en Mhm. français comment il a été traduit, mais c'est très bien, enfin, parce qu'en plus c'est simple. Namkhana Rinpoche, sûrement un très grand pratiquant, mais c'était aussi un très grand savant. Donc, moi, je me souviens, j'ai écouté un peu ses enseignements à l'occasion. Enfin, j'ai reçu un peu d'enseignements de lui, mais il expliquait en quelques heures ce qui prenait une semaine à d'autres. Enfin, c'est-à-dire il a vraiment une espèce d'esprit synthétique. Et puis, en plus, son livre, il est assez attrayant parce qu'il parle de ses expériences avec ses propres maîtres. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a complètement composé ou si c'est ses disciples qui l'ont fait à partir de son enseignement oral, mais c'est très bien parce que ça alterne des explications de ce que c'est intrinsèquement ou de comment ça se pratique, euh, de, d'aperçus sur comment la transmission était vécue. Ça, il raconte lui-même comment il a une formation monastique, un peu scolastique et tout ça. Et ensuite, il a été chercher les enseignements et avec des personnages qui l'ont décontenancé lui-même. Donc, même pour un Tibétain, c'était spécial et étrange. Et je trouve que voilà, ce livre-là, notamment, je trouve qu'il est bien meilleur que. Enfin, parce que moi, une chose que je crains beaucoup, que je trouve très triste, c'est l'écrasement du Dzogchen sur des trucs genre pleine conscience ou pure présence. Enfin, Mhm. ces trucs qui sont, enfin, ces choses, pardon, qui sont pour moi comme ce que la sophrologie est au Hatha Yoga, quoi. C'est-à-dire, en fait, Mhm. des gens, des Occidentaux qui s'imaginent faire un extrait de ce qui est vraiment important en enlevant les fioritures culturelles et qui ont tendance à complètement ils écrasent complètement la dimension doctrinale, en même temps qu'ils passent outre les dispositifs traditionnels, par exemple tout ce qui est dévotion au maître, tout ce qui est et puis toutes les pratiques qu'on fait avant d'arriver vraiment aux Dzogchen, qui sont peut-être que des vexations, je veux bien, mais enfin qui font partie en tout cas de la construction de la relation du maître au disciple. C'est-à-dire, finalement, peut-être le plus important, c'est ça. Enfin, euh, c'est comme le transfert en psychanalyse, quoi. C'est-à-dire un moment donné, ça se fait ou ça se fait pas. Enfin, Mhm. je pense qu'il y a beaucoup de dispositifs traditionnels qui sont faits pour amener cette situation humaine à travers laquelle quelque chose passe du maître au disciple. Bref, voilà, donc dans ce livre, on a à la fois quelque chose de simple, mais qui garde, j'allais dire, justement la saveur un peu exotique et bizarre, mais qui, à mon avis, est quand même inhérente à la chose. Enfin, et de ce fait, je trouve ce livre à la fois très clair, doctrinalement, tout en étant très simple, et en même temps, je trouve très utile qu'il donne en même temps les aperçus de comment il a pratiqué, comment il a reçu l'enseignement, qui étaient ses maîtres, etc. Enfin, Oui, son nom ressort souvent. Alors moi, personnellement, dans ma pratique personnelle, je pratique beaucoup le yoga du rêve. Et bah je oui, crois que son livre, il y a encore pas longtemps, j'ai recommandé même en fait un étudiant universitaire qui voulait avoir une idée du yoga du rêve ouais, tibétain. Je dis, bah, ça, c'est bien, par exemple. Ça, là-dedans, il y a aucune élucubration New Age, il n'y a pas de mélange avec des éléments étrangers. En même temps, il parlait à des disciples. Enfin, c'était un peu tout venant, hein, parce que c'est comme tous les lamas de cette génération-là, il a ramassé les hippies, mhm, certains complètement pris dans la drogue, dans n'importe quoi. Enfin, et puis beaucoup de gens très curieux, mais qui n'étaient pas des intellectuels du tout. Alors lui-même, il a enseigné à Naples, à l'université, mais enfin, il était habitué à. Et puis c'était quelqu'un, je pense. Enfin, il n'était pas très. Comment on va dire ça? Je veux dire, pas très sympa, mais c'est pas le terme. Mais il n'était pas très. Non, mais il n'était pas très. chaleureux, peut-être.
Ah, sinon, il était assez, assez comment dire, brut de décoffrage, on va dire. Je sais pas comment dire. Non, non, il était plutôt sympathique au sens, justement, on pouvait communiquer directement avec lui. Il n'y avait pas tout un entourage et tout ça, des salles à Malek, des trucs, Mm. des choses hiérarchiques et tout. En revanche, ben, c'est ça, c'était assez tranchant, mais en même temps, il n'y avait pas. Alors que c'était quelqu'un qui était un très grand intellectuel, enfin, qui était vraiment un très grand savant, et son enseignement était quand même très brut, quoi, très droit au but. Je pense que c'est même un des lamas tibétains. Enfin, quand on écrira après l'histoire de ces lamas au contact de l'Occident, je pense vraiment que ça a été un des plus intelligents, je veux dire, dans la compréhension de la spécificité du public auquel il s'adressait, mais en même temps des bonnes modalités de communication, parce que lui, il n'y avait pas de truc de folle sagesse, enfin Ouais, c'est ça. de groutisme fou. C'est-à-dire qu'en fait, il donnait l'enseignement, mais en traitant les gens comme des adultes. Ben oui, il disait, voilà l'enseignement le plus profond, donc vous essayez. Il disait, je ne vais pas vous faire faire des kilomètres de pratiques préliminaires avant, vous essayez. Et si ça ne marche pas, vous descendez d'un cran. Mm. Si ça ne marche toujours pas, vous descendez d'encore un cran, etc. Et en même temps, par exemple, il a également fait des pratiques rituelles simplifiées. Alors moi, je ne suis pas capable de dire si ça marche, si ça ne marche pas, mais c'est-à-dire qu'il essayait d'extraire le minimum vital mettons, de pratiques tantriques que quand même un Dzogchen-pa doit faire. Par exemple, normalement, il faut pratiquer les protecteurs. Mais voilà, il avait fait un rite des protecteurs. Enfin, il avait pris des textes traditionnels, d'ailleurs, Mm. c'est pas des compositions à lui. Il avait mis bout à bout quelque chose qui pouvait se réciter en un quart d'heure. Donc c'était du tibétain, mais il avait phonétisé, tout ça. Enfin, non, mais ce que je veux dire, pour moi, c'est quelqu'un qui avait un point de vue extrêmement équilibré. Ça, ni il a divagué, mais comme Chogyam Trungpa, son Oui, niveau oui. d'anglais était extraordinaire. Ce qu'il a écrit est étonnant à lire, Mm. même parfois du point de vue littéraire en anglais. Enfin, et il a vraiment fait un effort pour essayer de comprendre la spécificité de son public. Mais enfin, c'est parti un peu dans le décor, quoi. Et surtout, pour moi, dans des choses que je trouve détestables, qui sont du côté de l'emprise, quoi, vraiment le gourou est une espèce de dieu. Et tandis que Namkhai Norbu, à mon avis, qui valait bien Chogyam Trungpa, je sais pas ce que va être Chogyam Trungpa, mais enfin, Namkhai Norbu, je pense, c'était un personnage, on va dire, spirituellement très remarquable. Après, je n'en sais pas plus. Mais il traitait les gens comme des adultes. Mm. Enfin, et c'est vrai, hein, d'autres maîtres de Dzogchen que j'ai connus, enfin, Nichiren Kempo. Bon, Nichiren Kempo, c'était impossible de le faire enseigner s'il ne voulait pas. C'était quand le moment était venu. Donc, il n'était pas sympa non plus dans ce sens-là, mais en revanche, il était très amical. Il n'était pas complaisant, je veux dire, mais il était extrêmement amical. Moi, il me parlait de façon, oui, comme si j'étais un ami qui lui rendait visite, Mm. quoi. Enfin, et voilà. Bon, je ne sais pas si c'est particulier aux Dzogchen, hein. Je pense que tous les maîtres tibétains, il y en a toutes sortes, hein. Ça, c'est un problème de tempérament autoritaire ou non Mm. autoritaire, de tempérament hiérarchique ou plus égalitaire, de responsabilisation des gens à qui on enseigne, ou au contraire de volonté de garder un contrôle pour ne pas qu'il y ait d'erreurs et pour les faire avancer pas à pas, mais avec tous les risques que ça comporte d'infantiliser les gens à jamais, etc. Mm. Être conservateur ou laisser faire, c'est toujours un peu délicat. Bah, c'est-à-dire, la tradition tibétaine, c'est très compliqué. Enfin, et de ce fait que des gens, même très intelligents, et avec toute la bonne foi du monde, arrivent à se débrouiller tout seuls. Enfin, c'est quand même compliqué, hein. Dans la tradition tibétaine, c'était justement pas comme ça. Enfin, Mm. mais le problème, c'est que la tradition tibétaine, elle est beaucoup trop compliquée pour être transmise à des Occidentaux. Mm. Que c'est vraiment enfin, les Tibétains, ils sont passionnés de liturgie. Moi, j'ai vraiment rencontré, là, quand j'étais en Inde, comme dans mon projet de recherche, je suis allé au monastère principal de cette tradition. Ah, ils avaient beaucoup de peine à répondre à mes questions sur l'histoire de cette tradition, parce qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes leur propre histoire très bien. En revanche, ils m'ont donné 8 volumes, 8 gros volumes de rituels. Et ils étaient tellement heureux parce qu'ils avaient réussi à compiler. Enfin, ça, c'est les Tibétains, c'est qui ont reconstitué leur tradition Mm. très fragilisée par l'invasion chinoise. Donc là, ils étaient très, très tout fiers, quoi, Alors évidemment, ça veut dire que pour eux, la pratique, c'est des rituels interminables. Mm. Et ça, pour transmettre ça en Occident, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, extraire les instructions de pratique de cette masse de rituels, c'est compliqué parce que le tantrisme, c'est intrinsèquement rituel. Et Et le c'est sortir Dzogchen, du contexte, ouais, c'est voilà, toujours un peu et le compliqué. Dzogchen, en fait, tel qu'il existe concrètement, c'est pour ça que dans Kanarbou, c'est intéressant parce que lui, il explique que le Dzogchen a un mode, enfin un principe de fonctionnement qui est complètement différent du tantrisme.
Mais enfin, dans la réalité, les maîtres de Dzogchen sont toujours des maîtres tantriques. Mm. Le Dzogchen est la fine fleur pas pour les Dzogchen pas, hein, la fine fleur du tantrisme, comme il est pratiqué chez les Nyingma ou chez les Bonpo, pour les Bonpo. Mais, donc concrètement, ça n'existe pas comme. Enfin, ça n'existe. Si ça existait un jour, ça n'existe plus depuis des siècles et des siècles comme une tradition pleinement autonome. Ben, on- il y a beaucoup de choses là qui ont été dites et je vous remercie vraiment pour tout ça parce que c'était très précis et en même temps très pédagogique. Donc, merci encore pour d'avoir répondu à mes questions. J'ai une dernière question plus sur votre activité actuelle. Est-ce que vous avez des projets particuliers et des publications à venir Ah bah à là, nous annoncer? on a tout un groupe, on travaille sur l'histoire de cette tradition des trésors du Nord. Donc on espère faire 4 ou 5 volumes en anglais, hein, mais de toutes les vies des maîtres de cette tradition qui est une branche de l'école Nyingmapa à laquelle appartient, si on peut dire, le système de Dzogchen dont j'ai traduit un manuel. Enfin, mon dernier livre est la traduction, et mon prochain livre, qui sera en anglais cette fois, est la traduction d'un manuel. Donc, c'est un système de Dzogchen qui s'appelle Gongpa Zanten. Donc, c'est une des formes de Dzogchen. Pas enfin, c'était devenu rare au Tibet, mais c'est une branche encore vivante. Mhm. Et puis, oui, bah, en terme. Enfin, je vous cache pas que je suis un peu fatigué de traduire en français, sauf pour mon plaisir. Moi, j'ai pas besoin. Enfin, mon niveau de tibétain est quand même depuis longtemps tel que je comprends quand je lis. Donc, je fais pas Oui, partie des gens qui ont besoin de traduire pour comprendre. Parce qu'il y a un moment donné, vous avez un niveau dans une langue qui fait que vous êtes obligé de chercher les mots dans le dictionnaire. Donc, finalement, à la fin, si vous voulez vraiment comprendre un texte, vous devez traduire. Bon, ça fait longtemps que c'est plus mon cas. Je suis un peu désabusé de traduire en français parce qu'il n'y a pas de public. Enfin, ça, euh, effectivement, si vous c'est vous notre amusez niche. à, si vous vous amusez à regarder sur Amazon mon dernier livre, donc il y a c'est comme le fruit d'un travail énorme. Mhm. Il y a un commentaire qui dit voilà ce qui arrive quand une espèce de jésuite universitaire essaye de traduire un texte de Dzogchen, pourtant très simple. Enfin, des gens Ah, qui visiblement. sympathique, sympathique. Ça fait C'est plaisir, merci. non, mais voilà, oui, Ça voilà, c'était bien viendra. la peine, quoi. Mais même, et surtout, enfin, pour dire, on est méprisé par des imbéciles, quoi. C'est-à-dire, enfin, Mm. pour des choses comme elles sont. C'est-à-dire, texte très simple, c'est probablement quelqu'un qui ne lit pas le tibétain qui dit ça. Et le texte, il est tout sauf simple, en réalité. Il est extraordinairement complexe. Ne serait-ce que parce que c'est un patchwork. Enfin, bon, moi, j'ai complètement démonté. C'est vrai que ça va beaucoup plus loin que ce dont un pratiquant a besoin, mais j'ai montré comment le texte était écrit, c'est-à-dire Mhm. de, de- c'est un puzzle en fait de morceaux de textes antérieurement existants, etc. Bon, ça les intéresse pas, je veux bien, mais voilà, je pense que c'est plus raisonnable de traduire en anglais, même si ça n'est pas ma langue, même si je suis obligé de me faire relire, etc., que de perdre sa peine avec des lecteurs francophones qui sont très peu nombreux et dont en plus le peu qu'il y a, il y en a beaucoup qui ont un mauvais esprit. Donc bon, Très joli commentaire en tout cas. ah non, c'est triste, mais c'est comme ça. Enfin, moi, je préférerais traduire en français. Oui, C'est ma langue, je la maîtrise 1000 fois mieux, je suis beaucoup plus à l'aise. Ah, cela dit, quand je suis traduit en anglais, c'est plus simple parce que je suis obligé d'être plus simple. D'abord parce que l'anglais supporte moins les phrases longues oui. et avec une syntaxe compliquée que le français. Et puis en plus, parce que mon anglais est moins bon que mon français. Donc, par exemple, pour les choix des termes, je vais faire des choix beaucoup moins originaux. Je vais me régler plus sur l'usage dominant, sachant que pour moi, le problème de traduction, c'est quand même souvent plus des problèmes de grammaire que de vocabulaire. Les mauvaises Mm. traductions viennent de l'incompréhension profonde de la langue tibétaine. Il y a des traducteurs, enfin de moins en moins, hein, mais c'était dans l'ancienne génération. En fait, ils comprenaient tous les mots, puis après, ils faisaient comme les mauvais élèves en latin au collège. Ils Ça me faisaient une fait phrase penser à moi d'amour, quoi. en latin en fait. Ouais. Oui, ils inventaient un sens Mm. global de la phrase à partir Ouais, ouais, de mais c'est ce l'ensemble que des je mots. faisais. Ouais. Et c'était vraiment de la traduction à la devinette. Il y a beaucoup de traductions qui ont été faites comme ça, malheureusement, hein, qui ne sont pas bonnes du tout. Mais voilà, heureusement, c'est un peu fini. Mais ouais, c'est tout ça pour dire que je pense que le choix des termes est un peu secondaire. Le plus important, c'est vraiment de comprendre la langue. Enfin, et voilà, ben, on verra. Après, il y a beaucoup de traductions déjà existantes. Moi, j'ai un attachement de plus en plus personnel, de plus en plus profond à cette tradition dite des trésors du Nord. Mhm.
En fait, il se trouve qu'en 2015, une compilation de la littérature de cette tradition d'Enigmapa a été publiée au Tibet. Donc, il y en a 63 volumes. Certains font 1000 pages et c'est du papier assez fin. Enfin, et voilà, bon, maintenant, je commence à être plus tout jeune, donc je me suis installé un petit peu, un petit peu Oui. là-dedans. Ah Voilà, enfin, ben, j'ai toutes sortes d'autres projets, mais euh, si, dans- si ça ne tenait qu'à moi et que je ne suis pas ballotté par les circonstances, j'aimerais bien plutôt traduire des textes de cette tradition en particulier. d'accord. Parce qu'à un moment donné, il faut planter sa tente quelque part. Oui, oui, J'étais sur faut l'évolution choisir. de choses. Voilà, donc ça, c'est des choses. En plus, traditionnellement, j'ai reçu toutes les transmissions qu'il faut. Donc, euh, et puis, c'est aussi une tradition qui était encore très vivante, mais très affaiblie au Tibet, et donc pas qui mérite, mais qui a Mhm. plus besoin d'être aussi soutenu que d'autres qui ont déjà plein d'institutions tibétaines et puis corrélativement plein de lamas, plein de traducteurs, etc. Voilà, donc on verra. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour votre temps et vos explications très claires. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, puisque là on est le soir. Ça y est. Et ben, je vais poster la vidéo quand je pourrai, parce que il faut que Oui, je fasse la petite introduction. En général, je fais une petite introduction musicale très rapide pour oui, j'ai vu pour James Lowe, il y a des voilà. images et tout ça. Très Voilà, bien. c'est bon, c'est vraiment fait de façon très sans prétention, mais voilà. Et vous adresserai le lien pour que vous puissiez visionner si le cœur vous en dit. Voilà. Vérifier, Merci encore. vérifier que je ne me suis pas complètement, que je n'ai pas dit de bêtises, que j'ai regretté amèrement d'avoir dit. Mais je crois pas. Voilà. Bah, Merci écoutez, beaucoup. merci également de votre temps, de votre attention, de votre bienveillance. Bah, il y a pas de souci. Et puis j'irai explorer plus en profondeur votre livre de 2016, vous m'avez dit. Hein. Oui, c'est ça. Bon, c'est une traduction, donc c'est un petit peu C'est un aride. manuel de pratique en fait que vous avez. C'est un, ça s'appelle Tujik en tibétain, donc c'est-à-dire un manuel de, enfin, c'est les instructions de pratique. Et en fait, c'est un manuel qui a cette particularité d'être très complet. C'est sûrement un des plus complets manuels de Dzogchen qui existent dans le monde tibétain. Elle revient en complet dans une tradition particulière, hein, mais donc, au sens où il part vraiment ça part du renoncement de l'esprit d'éveil. Enfin, ça part vraiment de zéro. C'est un peu paradoxal pour un enseignement supposé avancé. Mhm. C'est-à-dire que vous avez au début une espèce d'introduction qui donne les caractéristiques du pratiquant, des choses comme ça. Enfin, après, vous avez les quatre pensées qui détournent du samsara, donc ça Ouais. c'est long. Puis vous avez les préliminaires dites extraordinaires, donc refuge, etc. Enfin, comme vous connaissez déjà, enfin, Mhm. avec le mandala, le gros yoga. Et ensuite, l'introduction au Dzogchen, le Chekchö. Il y a même deux systèmes de Chekchö différents, enfin deux manières de méditer Chekchö. Puis le Tögal avec beaucoup, beaucoup de détails. C'est très rare. Et ensuite, les instructions sur le bardo aussi, qui sont, moi, j'en ai jamais vu d'aussi détaillées ailleurs. Donc, ça fait un gros livre, mais en fait, qui a cette particularité, je pense, intéressante, y compris si on n'a pas l'intention de pratiquer cette tradition-là, mais c'est que c'est un itinéraire spirituel complet, quoi, vraiment de A à Z, non seulement du début de la pratique jusqu'à l'éveil, mais même au cas où on n'y arrive pas, ça répond à la question que faudra-t-il faire quand je serai mort? Enfin, Oui, 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 les voilà, marteaux, etc. Voilà. voilà, non, mais ça, c'est habituel dans les traditions tibétaines, Ouais. mais évidemment, quand vous dites aux gens, ils expliquent même ce qu'il faut faire une fois qu'on est mort. Je Ah veux oui. dire, les gens qui ne sont pas habitués au... C'est le rattrapage, on sait pour Oui, ceux c'est qui ça, l'ont pas eu au le grattage, grattage, et il y aura le le tirage. tirage et grattage, j'ai vu le grattage et tirage, enfin, exactement. Voilà, Eh voilà. ben, Très bien, bah, bah, c'est écoutez, super. Merci et ben, bonne soirée. et puis à une autre fois, peut-être. Ben, bien sûr. Au revoir.